Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler point lecture puisque j'ai 8 livres à vous présenter. Dans cette vidéo je vous parlerai de À chaque génération, le tome 1 Bienvenue à New Sunnydale de Kendare Black chez Hachette. Je continuerai avec le cycle des secrets, le tome 1 Les marches des géants de Manon Fargeton paru chez Gallimard Jeunesse. On continuera avec Manon Fargeton avec Les tisseurs de rêves, le tome 1 Manel et les mélodies secrètes chez Rajo. Je vous parlerai d'une fin de saga, et quelle saga, avec la tour de garde. Capitale du Nord, le tome 3 L'armée fantoche de Claire Duvivier chez Aux Forges de Vulcain. Je continuerai ensuite en vous présentant une nouvelle saga avec ce tome 1 Griffes en silence de Arnaud A.L. Pirodon. C'est de l'autopublication et ça fait partie de la saga La légende de la geste parfaite. J'enchaînerai avec La Reine Traîtresse, le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen chez Bragelonne. Et je finirai en vous donnant mon avis sur les 2 romans de l'Avent que j'ai lus tout ce mois de décembre. Et je commencerai en vous parlant de Enquête à Christmas City de Pascal Brissy chez Ozu. Et on finira avec Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, toujours chez Ozu. Allez, on commence tout de suite avec À chaque génération. C'est Laurence qui me l'a offert cette année pour mon anniversaire. Elle m'a offert d'ailleurs les 2 tomes de cette saga qui, pour les fans inconditionnels de Buffy, est incontournable. Clairement, si comme moi vous avez grandi, vous avez vécu votre adolescence avec Buffy contre les vampires, c'est trop bien de retrouver l'univers, j'adore. Ce livre aussi, je l'ai vécu comme un épisode de la série qui se passe quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, puisqu'ici on va suivre la fille de Willow qui va devenir la nouvelle tueuse. On se retrouve dans ce monde-là, les tueuses potentielles sont devenues des tueuses, elles se réunissent tous les ans, elles font une sorte de retraite pour se retrouver, et il se passe quelque chose, il y a une sorte de bombe qui va dévaster tout l'endroit où les tueuses sont réunies, et on se dit que toutes les tueuses sont mortes, et la fille de Willow se réveille avec des pouvoirs extraordinaires. Des pouvoirs de tueuse. C'était trop bien. Le livre fait gros comme ça, mais il fait moins de 500 pages. Les pages sont épaisses en fait, mais c'est écrit quand même assez gros. Et si vous aimez Buffy, vous allez aimer À chaque génération, parce que on retrouve tous les personnages. C'est très marrant de voir leur évolution. Spike en observateur. Non mais c'est du grand délire. On parle, on revoit Oz, Willow forcément, puisque c'est la mère de Frankie. On reparle d'anciennes histoires, donc c'est écrit par une fan, pour les fans, donc petit bonbon, et j'ai passé un super moment, j'ai hâte de lire la suite. Je vous parle ensuite du cycle des secrets, c'est un premier tome. J'ai rencontré l'autrice à Montreuil, on a pu en discuter un peu, et elle m'a fait remarquer plusieurs... alors c'est pas des coïncidences puisque c'est voulu, mais plusieurs choses qui rappellent l'héritage des rois passeurs et les illusions de Savloar. En fait, cette saga fantasy s'inscrit dans le même univers que l'héritage des rois passeurs, et ça m'était complètement passé à côté. Parce que l'héritage des rois passeurs, je l'ai lu il y a beaucoup d'années. Elle commençait à me dire, et le nom du bateau, l'Astria, ça te fait pas penser à quelque chose dans l'héritage des rois passeurs? C'est vrai que sur le coup, le trou noir. Et puis bon, c'est pas évident de se retrouver devant l'autrice et de ne plus se rappeler quoi que ce soit sur son livre. Mais oui, en effet, donc, vous pouvez très bien lire le cycle des secrets sans avoir lu l'héritage des rois passeurs. La preuve, moi j'ai plus grand souvenir, alors que j'avais adoré l'héritage des rois passeurs. Et ici, on est dans un roman assez introductif. C'est un tome 1, mais qui est assez lent. Il y a beaucoup de personnages, énormément de personnages, à tel point qu'il faut se référer, je pense, pour une aide, à la liste des personnages en fin de bouquin. Voilà, il y a la liste des personnages qui fait 1, 2, 3, 4 pages. Donc clairement,
n'hésitez pas à vous y référer. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, ça a été ma lecture qui m'a accompagnée pendant Montreuil. Je l'ai commencé dans le train en allant à Montreuil, je l'ai continué, je l'ai terminé à peine quelques jours plus tard. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'aime le système de magie qui est basé sur les secrets équinoxes que l'on voit dès le départ de ce roman dans le prologue, va subir un naufrage avec son équipage et en survivant, ils vont trouver une grotte, ils vont trouver un masque qui va leur conférer des pouvoirs, sauf que ce pouvoir, ils s'en rendent compte que si ils tuent un de leurs amis, de leur équipage, ce pouvoir est transféré en eux. Donc clairement, quand on veut plus de pouvoir, il suffit de tuer les autres. 1000 ans plus tard, ils sont toujours à la recherche de leurs amis pour accroître leur pouvoir, mais Equinox essaye de se préparer du mieux possible avant la confrontation en engrangeant des secrets. Son pouvoir fait qu'elle en a beaucoup plus si elle connaît plus de secrets. Donc elle cherche des secrets rares, des secrets qui ne sont détenus que par une personne, qui a beaucoup plus de pouvoir. Et voilà, elle essaye d'engranger tout ce pouvoir dans l'optique de se confronter à ses anciens amis pour leur dérober encore plus de pouvoir. Bref, j'ai beaucoup aimé, on est dans une mythologie super riche, avec énormément de personnages et des histoires bien différentes, mais qui forcément forment un tout. Bref, j'ai passé un très très bon moment. Le roman en lui-même est assez beau, mais il y a eu un problème de jaspage. Clairement, tout le bleu, en fait, pailleté part. Donc maintenant, on m'a certifié que sur le tome 2, il n'y aurait pas ce problème. J'espère. Il sera rouge, le tome 2. Donc voilà, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas ce souci. Mais en tout cas, je passe un très très bon moment avec cette saga. Il faut pas que le tome 2 mette trop longtemps à arriver parce que j'ai peur d'oublier beaucoup de choses. Parce que c'est quand même assez complexe. Après, c'est très lent. Voilà, je pense que ceux qui l'ont lu pourront vous le dire, c'est un roman d'ambiance. On vous met vraiment dans le contexte. Il y a quand même de l'action, mais c'est vrai que si vous cherchez quelque chose qui va à toute vitesse, qui a action sur action, c'est pas ça. Il faut appréhender cet univers et Manon Fergeton le fait très bien dans ce premier tome et bah, j'ai hâte de voir la suite. À Montreuil, je lui ai pris Les Tisseurs de Rêves, largement influencée par Claire du compte Instagram Chute Jolie, qui m'a bien poussée à acheter ce livre. Mais bon, j'aime ce qu'écrit Manon, donc je voulais la découvrir en jeunesse puisque je ne la connais que avec de la fantaisie. Je lui ai donc pris Les Tisseurs de Rêves en me disant que ça ferait aussi une lecture pour Julia, puisque ce sont des livres pour la jeunesse illustrés. Et ici, donc, nous allons suivre les petits frères et sœurs de ceux que l'on trouvait dans Robin à la dernière seconde. Voilà. Donc, c'est les plieurs de temps, il me semble. Voilà, les plieurs de temps. Et donc, en fait, ici, on va retrouver leurs petits frères et sœurs. Et ce tome-ci se concentre sur Manel. Manel qui joue du violon et qui, grâce à son violon, déforme la réalité. Elle va jouer sur son violon et ce qu'elle va jouer va transformer, elle va pouvoir moduler un petit peu la réalité. Et elle va se rendre compte que ses amis, qui sont nés à 1 ou 2 jours près, ont aussi des pouvoirs. Mais il se passe quelque chose d'assez étrange dans leur école. Des rêves semblent prendre vie également et c'est pas du tout un de leurs pouvoirs. Donc ils suspectent quelqu'un d'autre d'avoir le même pouvoir qu'eux. Et il va falloir qu'ils luttent contre ces rêves qui sont de plus en plus dangereux et qui les mettent vraiment en danger, eux et toute l'école. C'était très chouette. Alors un petit roman jeunesse qui se lit très vite. Les personnages sont pas forcément plus attachants que ça parce que Manel est quand même assez antipathique, clairement. Mais
tout s'arrange par la suite. On voit que son comportement change aussi et que ce petit groupe va se former et je pense qu'ils vont vivre de super aventures par la suite. Le second tome, c'est Anouk et les liens invisibles. Donc vous voyez, on reprend vraiment chaque personnage et on tisse sur leur pouvoir. Donc oui, je me prendrai la suite avec plaisir et c'était très chouette. Une petite lecture jeunesse que je ferai découvrir à Julia quand elle en aura envie. Allez, je vous parle de cette fin de saga. C'est terminé. Je me sens vide d'avoir fini ce roman. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que vous avez mes avis en avant-première. J'attends toujours pas mal de temps avant de vous faire un point lecture. J'attends d'avoir beaucoup de lectures. Et Instagram me permet de faire des chroniques un peu plus rapides. Donc vous avez déjà mon avis là-dessus. C'était très très chouette. C'est une grande bataille finale. C'est une grande hymne à l'espoir et à la survie. À la liberté aussi, cette saga. Donc dans ce 3e tome... comment vous en parler si vous n'avez pas lu les autres? C'est compliqué puisqu'il y a quand même 5 tomes derrière. Hein. Là c'est le 3e tome de Capitale du Nord, mais avant on avait Capitale du Sud de Guillaume Chamanadjian et qui s'est terminé l'année précédente. Et là il est quand même assez gros, donc on en a quand même pour sa lecture. Et c'était très très chouette. J'ai adoré suivre Amalia, j'ai adoré voir ce qu'elle en faisait de cette tour de garde, qui était un repère pour tous ceux dont la place n'était pas définie, tous ceux qui rêvent de liberté, tous ceux qui se sentent incompris, tous ceux qui se sentent opprimés. La tour de garde est finalement leur refuge. Et c'était beau. Encore une fois, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian arrivent à poser les mots justes sur des impressions, sur des descriptions de lieux. C'était parfait, c'était génial. J'ai un coup de cœur pour cette saga. Elle va me rester longtemps en tête. Et c'était... Ce 3e tome, il sortait un petit peu de l'ordinaire parce qu'on n'est pas resté seulement à la tour de garde, on est parti dans d'autres contrées, on est allé chercher de l'aide ailleurs. Et on a développé l'univers bien plus avec cette armée fantoche qui va venir tout bouleverser. Bref, je pense que si vous cherchez quelque chose de différent, une fantaisie vraiment différente, bah, n'hésitez pas à vous lancer dans la tour de garde parce que c'est vraiment un ovni parmi toutes les lectures que j'ai faites. C'est complètement original, c'est un roman d'ambiance et en même temps il y a tellement d'intrigues politiques, d'embranchements, de connexions entre les personnages. C'est un travail monstrueux qu'ils ont effectué et je suis contente d'avoir pu découvrir cette saga et je suis heureuse qu'elle existe pour pouvoir proposer quelque chose vraiment de différent en fantasy, en littérature française en plus. Après un dernier tome, je vous parle d'un 1er tome avec le 1er tome de La légende de la geste parfaite qui se base, ce 1er tome, sur Emma. Emma est une félichate puisque dans ce roman, dans cette saga, nous suivons des personnages qui sont non humains, qui sont animales. Donc nous avons les félichats, nous avons les filles des chiens, nous avons les pestiras. Et par la suite, on a encore d'autres espèces qui apparaissent. Mais là, on se concentre sur Emma, qui est une félichate muette, qui a toujours été un petit peu rejetée par les autres du fait de sa particularité, de sa différence. Elle travaille dans l'usine de son père, à l'écart des autres ouvriers. Elle est très minutieuse, elle taille la pierre. Et elle s'attire pas forcément que des bons sentiments de la part des autres. Jusqu'au jour où elle va se faire agresser, les autres ouvriers vont lui tomber dessus, la scène est d'une violence terrible. Elle se fait massacrer, la pauvre gamine qui n'a rien demandé, qui ne fait pas de vagues. C'est juste de l'injustice totale. Et Emma va essayer de changer de vie, va vouloir se libérer de cet enfermement.
qu'elle ressent du fait de ne pas avoir sa voix pour parler et pour se défendre. Et elle va tomber sur une troupe d'artistes composée de filles des chiens, de Pestira, vraiment un panel de la population. Et ils vont s'entraider, ils vont tout simplement se trouver et former un ensemble. Donc voilà, c'est un roman assez lent, où je vous dis, il y a quand même des scènes qui font frémir, autant de haine et de violence, ça fait mal au cœur. C'est un roman qui parle de thèmes très actuels, on va dire, avec le harcèlement, avec le rejet de la différence, ce genre de choses. Bref, c'est quand même assez complet. Et autour de ça, on a toute la musique, une musicalité énorme dans ce roman, puisque on suit ce groupe qui cherche, qui est à la recherche, qui a une quête en tête de trouver la geste parfaite, cette chanson, cette mélodie qui a été jouée il y a de ça des centaines d'années et qui aurait le pouvoir de rendre tout meilleur. Et c'était très chouette. C'était très chouette, c'est un court roman, vous voyez, il fait à peine 180 pages. Spoiler alerte, j'ai aussi lu le second tome, donc voilà, l'univers s'élargit un petit peu. En tout cas, c'était vraiment très chouette. Je vous recommande parce que c'est un auteur autopublié et c'est d'une grande qualité. La plume est assez poétique, c'est assez étrange mais en même temps onirique un petit peu de se retrouver dans la peau de chats, de chiens, de rats qui se comportent exactement comme les humains. Donc c'est de l'anthropomorphisme, de transposer des sentiments humains et des réactions humaines à des animaux. C'est ce que faisait Jean de La Fontaine, hein, clairement, avec ses fables. Et voilà, on se prend d'amitié, on se prend de sentiments pour ces animaux et on ressent toute l'injustice et toute la lutte des classes entre ceux qui ont un pelage blanc et qui sont la classe dominante, ceux qui sont roux et qui sont forcément des ouvriers. Voilà, c'est aussi une critique de notre société et de ces classes dont on n'arrive pas à vraiment casser les cloisons. Bref, c'était très chouette et je vous le recommande et je vous en parle bientôt pour vous donner de mes nouvelles par rapport au tome 2 que j'ai déjà lu. Bon, si vous avez vu mon vlog de la dernière semaine de 2023, vous savez que ce roman a été un coup de cœur. Le premier avait été un coup de cœur, le second est un coup de cœur x 100. Voilà. Je l'ai préféré encore au premier tome. Nous sommes donc dans l'histoire du Pont des Tempêtes avec Lara qui va être donnée en épouse au roi d'Ithaca. Je crois que c'est ça. Voilà, d'Itikana. J'ai oublié une syllabe. Donc Lara qui va épouser Arène, le roi d'Itikana. C'est un mariage arrangeant pour tout le monde, commercial, politique, mais surtout Lara a une mission, c'est de donner toutes les informations à son père sur le pont qui relie toutes les îles et qui est vraiment un avantage commercial majeur. Et Lara va pour cela devoir trahir son mari qu'elle ne connaît pas, hein, donc bon, pas vraiment d'importance. Sauf que dans le premier tome, forcément, des sentiments vont naître et ils vont tomber amoureux, etc. Donc beaucoup plus difficile pour Lara de trahir. Bref, ce qui va se passer dans le tome 1 va impacter totalement ce tome 2, puisqu'on reprend aux événements après le tome 1. Il y a eu pas mal de bouleversements par rapport au pont, par rapport aux relations entre Arène et Lara. Et on va partir dans un plan pour libérer un des personnages qui a été emprisonné. Il va falloir faire des alliances, il va falloir
chercher le pardon, il va falloir faire beaucoup de choses et c'était génialissime. J'ai adoré, c'était tout ce que j'aime dans de la fantasy. Il y a une histoire d'amour, ok, mais c'est un peu des amants maudits. On sait très bien que ça sera très compliqué pour qu'ils soient ensemble, même impossible. On a beaucoup d'intrigues, de complots politiques, d'interactions entre les différents pays pour créer des alliances, pour se liguer contre un même ennemi. Bref, c'est tout ce que j'aime, donc j'ai adoré, ça a été une excellente lecture. C'est ma dernière meilleure lecture de 2023 et ma première meilleure lecture de 2024. Bref, ça a été, c'est un petit bonbon, j'adore cette saga, donc j'ai hâte de me replonger dedans, puisque en fin de roman, je ne savais pas si c'était un diptyque ou quoi, en fin de roman, c'était découvrir la suite de la saga du Pont des Tempêtes dès début 2024, donc vivement la suite. Allez, on se replonge un tout petit peu dans Noël avec les 2 romans de l'Avent que j'ai lus sous forme de calendrier de l'Avent. Donc le premier que j'ai lu et que j'ai reçu de Pascal Brissy, c'est Enquête à Christmas City. Donc vous connaissez le principe parce que vous l'avez vu de partout. Chaque jour, il fallait défaire, couper la partie. Du 1er au 3, j'étais à Montreuil, donc Julia l'a fait sans moi. Elle a commencé à lire sans moi, j'ai rattrapé par la suite, et ensuite c'était un petit rituel tous les jours de se poser, et soit moi, soit elle, on lisait à voix haute le chapitre du jour. C'est très rapide, franchement ça va très vite. Et ce que moi j'ai adoré dans ce roman, c'est que avant de découper les pages, vous aviez une page de présentation, donc avec le jour, et chaque jour on vous rajoutait des indices par rapport à l'enquête. Donc avant on n'avait que ça, la kidnapping. Le jour d'après, on avait quelque chose d'autre qui apparaissait. Ouh, comme sur un tableau, vous savez, pour lier tous les événements ensemble. C'était trop chouette parce que avec Julia, avant d'attaquer le chapitre suivant, on regardait ce qui était différent par rapport au jour d'avant et ce que ça pouvait nous apprendre sur la suite avant de commencer à lire. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Ce principe est très chouette. Donc très bonne idée d'avoir fait ça. Ensuite, quand on ouvre le chapitre, on a une carte et on voit où sont les personnages dans la ville. Puisqu'ici, on va être dans Christmas City, rebaptisé ainsi par son maire parce qu'il a une grande ambition pour sa ville, c'est être une ville qui serait une référence dans le domaine de Noël. Donc il a fait énormément de travaux. On est début décembre, c'est pas encore tout à fait prêt, mais il a prévu une énorme patinoire, il a prévu des pistes de ski à l'intérieur de la ville, avec des remonts de pente, enfin bon, un truc hallucinant. Et ça n'a pas trop d'importance pour Dorian, Daya et Dimitri. Ce qui est important, c'est que quand Dimitri rentre chez lui le 1er décembre, il trouve la maison vide. Ses parents sont absents. Et avec Daya et Dorian, avec qui il a un petit peu des frictions, c'est pas l'amour fou entre ces 3 personnages, mais les 3D vont enquêter pour découvrir ce qui se passe à Christmas City et dévoiler quelque chose de pas très joli. Par rapport au maire et à son ambition de Christmas City. Donc c'était vraiment très chouette. Chaque jour, eh bien, on passe au jour suivant. On découvre des nouveaux indices qui permettront de comprendre ce qui se passe exactement à Christmas City. Donc c'était très très chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, c'est un roman de l'Avent, donc forcément, entre chaque partie, des fois, on saute du coq à l'âne. Mais c'est un petit peu le principe. Vous verrez, c'est un petit peu ce que je reproche aussi dans Un cœur pour Noël. Parce que il faut changer, il faut que l'action aille très vite. Donc on ne peut pas rester sur des petits détails. On passe d'une journée à l'autre. Des fois, il n'y a pas de liant, mais bon, c'est un peu le principe. On a toujours des petits cliffhangers à la fin des chapitres, histoire de laisser sur la fin. Et si vous voulez, quand on ouvre le chapitre d'après, et ben ce cliffhanger, et ben on le reprend, mais on le reprend pas comme... on reprend pas tout de suite dessus. Donc voilà, c'est un peu étrange, les transitions. Mais bon, franchement, j'ai passé un super moment avec Christmas City.
Et pour un cœur pour Noël, je ne l'avais pas en physique puisque j'ai laissé ma place à Montreuil. Il y avait tellement de monde qui voulait ce roman que moi je savais que j'avais la possibilité de l'avoir en e-book puisque je suis partenaire avec Ozu. Donc je l'ai eu en e-book, je l'ai lu en e-book et j'avoue que je n'ai pas trop fait un chapitre par jour. Parce que clairement l'e-book, c'est pas le même délire. Donc moi je crois que j'ai eu l'e-book le 8 ou le 9, donc j'ai déjà lu les 8 premiers chapitres d'un coup. Et si vous voulez, j'ai pas trouvé la frustration de me dire « Ah mince, le prochain chapitre c'est que demain et tout ». Non, parce que moi j'avais pas ça. Je pouvais continuer autant que je voulais. Alors j'ai voulu jouer un peu le jeu et je l'ai quand même tenu jusqu'au 20. Jusqu'au 20 décembre, je l'ai tenu en essayant de lire 1 ou 2 chapitres. Et puis après je faisais une pause de 2 jours, etc. Donc je pense que je n'ai pas eu la même expérience que vous si vous l'avez lu un chapitre par jour. J'ai bien aimé, c'était très sympa. Après c'est une romance, hein, donc il faut pas non plus s'attendre à quelque chose de super élaboré. Et puis c'est le principe du roman de l'Avent, on lit que quelques pages. Donc en quelques pages, retranscrire une journée complète, c'est particulier. Je suis une jeune fille, Avril, qui a été greffée du cœur il y a 2 ans. Elle ne s'autorise plus grand chose puisque elle sait qu'il faut qu'elle prenne soin de ce cœur, que c'est sa chance, mais que en même temps, si elle fait trop d'abus, que ce soit la nourriture, l'activité physique, etc., elle peut foutre en l'air sa greffe. Donc Avril ne s'autorise pas grand chose. Elle va quand même partir à la montagne avec son père, puisque ses parents sont séparés. Voilà, à la suite de tous ces problèmes qu'elle a eus, etc., cardiaques, ça a pas mal abîmé le couple de ses parents. Donc elle s'autorise à partir rejoindre sa meilleure amie à la neige, là où ils allaient chaque hiver, une station qu'ils connaissent par cœur, avec des personnes qu'ils ont côtoyées toute leur jeunesse. Et sa meilleure amie ne peut pas la rejoindre avant quelques jours. Elle doit terminer son mémoire et du coup, elle se retrouve un petit peu toute seule, Avril, avec son père, à rester cloisonnée dans cette maison, à étudier, jusqu'à ce qu'elle tombe sur le frère de sa meilleure amie, qui a bien changé et qui va lui proposer de redécouvrir un petit peu cette station de ski, de bouger, de réapprendre à vivre, etc. Et forcément, vous comprenez qu'il va se passer quelque chose, sauf que c'est le frère de sa meilleure amie, qu'elle va prendre des risques et que ça va pas forcément plaire à sa famille. Bref, voilà, il y a tout un contexte autour. C'était sympa. La romance est sympa. En fait, dans ce genre de romance, il y a toujours la meilleure amie qui est hyper crue et hyper... Donc je me suis dit, allez, on retombe dans le cliché de la meilleure amie qui parle de cul à longueur de temps. Et finalement non, c'était que par petites touches. Alors le langage est un peu plus cru avec elle, mais finalement ça tombe pas dans les travers que j'ai pu lire dans d'autres romances il y a quelques années, puisque j'en lis tellement peu maintenant. Bref, c'était plutôt agréable, c'était sympa. Après c'était pas transcendant, j'ai pas eu un coup de cœur pour ce roman. C'était une petite romance de Noël, sans prétention, qui m'a fait passer un bon moment, et puis voilà. Après je vous dis, c'est un roman de l'Avent, donc c'est très court, c'est compliqué de s'attacher vraiment aux personnages, d'approfondir les personnages, d'approfondir la romance. Donc on reste dans quelque chose de très classique, avec des retournements de situation, oui, le chapitre 17, ou le chapitre 17, oui, avec un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de cette jeune fille qui peut à tout moment mourir. Bref, ouais, c'était sympa, classique, mais sympa. Voilà, j'en ai terminé avec mes avis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les romans que je vous ai présentés. Donc en grande majorité que j'ai lus au mois de décembre. Pour le mois de janvier, de toute façon c'est simple, je n'ai lu que 2 livres pour l'instant. Donc voilà, je vous en parlerai la prochaine fois. Merci en tout cas d'être toujours là.
Et puis bah écoutez, je vous attends en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.